Les gens commencent à arriver. Si vous permettez, je pense que je vais attendre jusqu'à E5 à peu près, le temps de laisser aux gens, mais on voit que ça entre bien. Beaucoup de gens qu'on connaît à l'écoute. Une minute, puis on va Commence. Ouais. Parfait. Je pense qu'il est 5, donc on va commencer avec les introductions tranquillement. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui vont continuer à se joindre à nous, mais ils vont nous attraper en cours de route. Donc, bonjour, bon lundi, bienvenue. Je m'appelle Aude Belzile, je suis directrice des activités philanthropiques à la Fondation J. Armand Bombardier. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette activité hors série de Possible. Pour les gens qui sont nouveaux pour la série, c'est une activité qu'on a pensée, réfléchie et élaborée avec nos collègues de l'Esplanade parce qu'on cherchait à mettre de l'avant des, des innovations sociales intéressantes qui provenaient de partout. Donc, on a lancé une série il y a déjà 1 an, en septembre 2019. On a abordé l'innovation sociale à travers 2 secteurs, déjà la technologie avec le Tech for Good et aussi avec la collaboration entre la philanthropie et la sphère publique. Ça a eu lieu en janvier. Évidemment, on devait poursuivre avec 2 autres secteurs, le secteur des affaires, les arts et la culture. Mais on a dû prendre une pause, comme tout le monde, en raison de la pandémie. Mais pendant cette pause-là, on a continué à discuter et on se disait que ça serait intéressant d'organiser une conversation pour parler de transition, puis encore une fois, d'avoir une conversation intersectorielle sur le sujet. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Je vais laisser la parole à mon comparse Luc Tousignan de l'Esplanade qui va pouvoir vous commencer les introductions d'usage. Mais avant ça, 2 petites choses. Je souhaiterais remercier nos partenaires dans toute cette aventure-là.
Bombardier, la Fondation Mirella et Lino Saputo, puis aussi les gens d'Espace pour la vie. C'est vraiment avec eux qu'on a élaboré tout ça et qui continuent avec nous. Puis aussi, je voudrais remercier Pascal Grenier, qui est le directeur sortant de l'Esplanade, qui était là dès le début de l'aventure, puis qui, je dirais que la conversation d'aujourd'hui vient d'une de ses idées, donc rendons à César ce qui appartient à César. 2 petits points de poutine interne. Vous allez voir dans le bas de votre écran, il y a 2 options, l'option Q&A et l'option chat. Donc, ce qu'on vous invite à faire, si vous avez des questions que vous aimeriez voir les auxquelles vous aimeriez voir les panélistes répondre, on vous invite à les poser ici. Il va y avoir une butineuse là, qui va s'assurer de les faire remonter dans la section chat. Mais si vous avez des commentaires, vous avez le goût de discuter, n'hésitez pas, c'est là pour ça. La conférence d'aujourd'hui est enregistrée, puis elle va être rendue possible après. Il y a aussi un livre blanc qui va être produit, puis qu'on va partager à tous les participants, puis aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, sans plus tarder, le nouveau directeur général de l'Esplanade, Luc Tousignan. Eh bien, merci beaucoup, Aude. Très gentil. Merci pour les bons mots aussi. Puis, je me joins aussi à toi pour saluer et remercier nos partenaires. Et un salut spécial aussi à Pascal, s'il nous écoute aussi ce midi. Écoutez, je me présente. Oui, je m'appelle Luc Tousignan, maintenant directeur général à l'Esplanade. Je suis très, très heureux d'être avec vous ce midi. J'aimerais peut-être simplement, en guise d'introduction, vous amener sur un petit mot sur la relation entre la Fondation J. Armand Bombardier et l'Esplanade, qui est un partenaire de l'Esplanade depuis ses tout débuts, depuis le début de son existence à l'Esplanade. Donc, ce n'est pas seulement une relation entre bailleurs de fonds puis de projets. On ancre notre collaboration dans une volonté conjointe d'habiliter les communautés par l'innovation sociale, l'entrepreneuriat à impact social. C'est pour cette raison-là que la Fondation et l'Esplanade ont voulu cette série ensemble pour provoquer le débat autour de l'innovation sociale sur des thématiques majeures du développement de nos sociétés. On est vraiment très fiers de notre panel aujourd'hui qui présente 4 de ces secteurs. On parle de culture, de philanthropie, secteur communautaire, l'entrepreneuriat social et la recherche. Donc, nos panélistes seront présentés dans quelques minutes par celle qui dirigera notre panel aujourd'hui, Madame Carla Beauvais, que je vous présente à l'instant. Donc, je vous présente sa biographie avant de lui céder la parole. Donc, Carla a fait de la diversité et de l'inclusion son cheval de bataille. Chroniqueuse et entrepreneuse sociale via la Fondation Dynastie et Origine Village, elle milite depuis plus de 20 ans pour une meilleure représentation et émancipation des communautés noires et marginalisées. Avec une approche authentique, elle poursuit maintenant son engagement en outillant les leaders sur les voies incontournables de l'inclusion. Diplômée de la prestigieuse Cornell University, elle sensibilise sur les avantages compétitifs et humains de créer des espaces plus inclusifs. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Carla. Carla, à toi. Merci beaucoup, Luc. Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'animer cette conférence aujourd'hui. En attendant la conférence de presse, notre PM à 17h30 sur la crise qu'on vit, je pense que c'est très à propos de se questionner sur la crise actuelle et surtout sur ses répercussions dans nos vies et dans le monde de l'innovation sociale. Le printemps et l'été qu'on a vécu ont été marqués par la pandémie, bien évidemment, mais aussi par tout ce mouvement de revendication pour dénoncer les inégalités, les injustices et le racisme anti-noir dans nos sociétés. On a vu beaucoup de gens prendre la parole, des gens qui avaient peu l'habitude de se prononcer sur certains enjeux, donc ça a été très encourageant, mais il faut beaucoup plus que des paroles, il faut aussi et surtout des actions. Dans toute évolution sociale, je pense qu'il y a une période d'inconnu. C'est celle qu'on vit aujourd'hui. On ne sait pas trop ce qui se passe. On a peur à bien des égards. Et j'ai lu quelque part une citation qui disait « Le véritable équilibre est d'accepter le changement en tant que tel ». Et la conférence aujourd'hui, elle s'intitule « Comment retrouver l'équilibre », ce qui implique qu'on a besoin de retourner à une certaine normalité. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on peut espérer retourner à la normale? Si oui, comment? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Comment peut-on se positionner face à cette crise? Que peut-on retenir et surtout apprendre en ces temps particuliers? Ce sont ces questions, mais une panoplie d'autres que je vais avoir envie de poser à nos panélistes aujourd'hui. Mais avant de vraiment se lancer dans le vif du sujet et de la conversation, je vais vous les présenter brièvement.
Alors, on va commencer par Sarah, qui est cofondatrice de Taisez-vous. Après un baccalauréat en sexologie et une maîtrise en éducation, elle entame un doctorat à l'Université de Montréal afin d'explorer le potentiel du jeu vidéo dans une perspective d'éducation à la sexualité. Actuellement, elle poursuit 2 carrières en parallèle avec beaucoup d'enthousiasme et peu de sommeil. Dans la dernière année, il est tout aussi probable que vous l'ayez entendu parler de condoms à l'université ou à la radio dans le cadre de ses activités de recherche et de formation, notamment au sein du club Sexu et peut-être aussi ses rédactions scientifiques au sein de Taisez-vous, un OBNL qu'elle a cofondé et qu'elle dirige depuis 2015. Depuis le début de la pandémie, elle facilite le pivot numérique de Taisez-vous afin de soutenir des étudiants et étudiantes à distance et d'assurer la survie de l'organisme. Alors, bonjour Sarah. Bonjour tout le monde. On continue avec Louise Sicuro, qui se consacre à l'avancement des arts et de la culture depuis près de 40 ans. Elle a fondé et dirige depuis 23 ans Culture pour tous, un organisme à but non lucratif dont la mission est de contribuer à faire reconnaître les arts et la culture comme facteurs essentiels d'épanouissement par des programmes de sensibilisation et d'éducation favorisant la participation citoyenne. Elle est profondément engagée à promouvoir l'importance d'un accès généralisé des citoyens aux arts et à la culture. Bénévole très active, Louise Sicuro est membre des conseils d'administration de la Fondation de la Place des Arts, du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture et du Centre national des arts. Bonjour Louise. Bonjour à vous. On continue avec Lee Rose, qui est directeur général de CKX pour Community Knowledge Exchange, une agence de changement social qui aspire à susciter des changements dans la poursuite d'un avenir équitable. Curieux, il a une capacité pour impulser le changement à l'échelle systémique. Ancien directeur de camp, Lee est enclin à faire chavirer les canaux et à faire bouger les choses, tant sur l'eau qu'au travail. Il demeure sur les territoires traditionnels non cédés de la nation algonquine à Gatineau. Bonjour Lee. Alors, on va continuer avec notre dernier panéliste qui est Olivier Hernandez, qui est un astrophysicien à l'Université de Montréal, expert en instrumentation et spécialiste des galaxies. Il fut cofondateur et coordonnateur de l'IREX, directeur des opérations pour l'Observatoire du Mont Mégantic et chargé de cours au département de physique de l'Université de Montréal. Ses principaux champs de recherche sont la cinématique et la dynamique des galaxies spirales barrées, principalement l'étude de la distribution de la matière visible et non visible, ainsi que le développement d'instrumentation astronomique de haute technologie spécialisée autant dans l'étude des galaxies que dans la détection et la caractérisation d'exoplanètes. Il est actuellement le directeur du planétarium Rio Tinto Alcan à Espace pour la vie. Il est aussi responsable de la recherche, responsable de la transition écologique et fondateur du comité Équité, Diversité et Inclusion à Espace pour la vie. Alors, bonjour Olivier. Bonjour. Alors, c'était la présentation de nos panélistes et on va tout de suite se lancer dans le vif de la conversation. Puis, je vais casser la glace en posant une question qui s'adresse à tous nos panélistes sur comment leur secteur a été affecté par la crise qui a été déclenchée par la pandémie et les mouvements sociaux en faveur d'une plus grande justice. Alors, qui veut se lancer pour commencer? On va aller avec Louise. Il faut enlever le mute. Le mute. Évidemment, merci. Le milieu de la culture, ça fait maintenant 6 mois. On sait que ça a été un milieu qui a été très affecté, comme un peu, par exemple, le tourisme, entre autres. En fait, tous les secteurs ont été affectés. Mais le milieu de la culture a trouvé ça très difficile d'être complètement mis à l'écart. Bon, il n'y avait pas le choix de toute façon. Alors, ça a été on a profondément atteint le milieu de la culture. Puis en ce moment, il y a des choses qui repartent, qui vont peut-être, on ne sait pas encore, ça menuisier avec les prochaines directives, mais c'est un milieu qui a eu énormément de difficultés. Par ailleurs, il y a eu
énormément d'aide. Et je ne veux pas entrer dans les détails, mais le secteur a été quand même appuyé par les gouvernements, puis il faut dire merci. Mais ça a été très difficile pour ceux qui ont eu, je dirais, de la difficulté à accepter qu'il n'y avait rien à faire. Et ça, c'est vraiment une question de résilience. Il y en a qui ont vraiment trouvé ça difficile. Alors, autant les travailleurs de la culture, les artistes, et ceux surtout à l'international qui faisaient des tournées, ça a été extrêmement difficile puisque c'est les revenus autonomes de ces compagnies-là qui proviennent de l'international. Bien là, évidemment, ils étaient plus mal en point. Grosso modo, ça a été très difficile. Et de point de vue pour Culture pour tous? Pour mon organisation, ça a été... c'était un choc, mais nous, dès le départ, on s'est réorganisé très rapidement, juste au point de vue technologique. On était déjà prêts, on travaillait de temps en temps à distance. Tout s'est passé. On a fait beaucoup de réflexions, mais parce qu'on ne savait pas, est-ce qu'on allait faire les 24e journées de la culture qui ont lieu en ce moment, depuis vendredi. J'ai passé la fin de semaine à avoir des activités, ça se peut. On a même décidé d'allonger à 1 mois pour permettre une certaine relance culturelle. Là, on s'entend que ce n'est pas nécessairement une relance, mais parler de la culture dans les localités, démontrer à quel point les arts et la culture sont absolument essentiels dans un contexte difficile comme on a. On l'a vu beaucoup au printemps, puis c'est vrai encore aujourd'hui. Mais pour Culture pour tous, je dirais qu'on est en bonne position quand même. Parfait. Mais on va continuer avec Olivier Hernandez, notre scientifique. C'est sûr qu'on parle beaucoup de science en ce moment. Comment vous le vivez, cette pandémie et tous ces bouleversements dans votre secteur? Alors, je pense que je dois souffrir d'une certaine forme de bipolarité, en fait, multiple, on va dire, plus que bipolarité, de multipolarité, en fait, par rapport à l'événement. D'abord parce que Espace pour la vie, ce sont les 4 institutions scientifiques, le Biodôme, l'Insectarium, le Planétarium Rio Tinto Alcan et le Jardin botanique, qui sont avant tout des institutions scientifiques. Donc, on a réussi à passer au travers. Je pense qu'on a grandi en tant qu'institution scientifique parce que la science a eu beaucoup d'importance dès le début de la pandémie. On a vu que le travail de vulgarisation scientifique était un travail très, très important pour réussir à comprendre la menace qui pesait en fait sur nous et à trouver des pistes de solutions. Donc, on a compris toute l'importance d'investir dans la science et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très enrichissant. Mais on est aussi des organismes culturels et comme le disait Louise, c'est sûr que ça a été difficile pour nous en tant qu'institution touristique et culturelle et de passer au travers de cette crise-là. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'il y a cette bipolarité en fait, des sentiments où d'un côté, le côté scientifique, recherche scientifique que l'on développe dans nos institutions a senti que c'était quelque chose de très positif de remettre en fait la société et de remettre la science et l'importance de la science dans la société, l'importance pour les politiques et les politiciens et les politiciennes de prendre des décisions basées sur les sciences. Et d'un autre côté aussi, on était confronté à la réalité aussi de tout le monde, je dirais, culturel face à cette perte de revenus énorme, cette perte de visibilité et qui nous a fait aussi évoluer et à essayer de trouver en fait des nouveaux moyens de communication pour justement diffuser encore plus cette science. Donc on a évolué au fur et à mesure que tout le monde a évolué aussi en même temps que cette session de pandémie en fait qui dure depuis plus de 6 mois maintenant et puis pour le bien, pour le moins bien et on a vu des choses que l'on est capable de bien réaliser, d'autres moins bien et c'est ça qui était très valorisant pendant cet épisode-là. On va revenir beaucoup sur l'aspect scientifique et l'aspect implication sociale, si on veut, au cours de la conversation, Olivier. Je vais poursuivre avec Sarah. On a beaucoup parlé des OBNL. Il y a eu des programmes gouvernementaux qui sont sortis pour justement aider certaines industries. Taisez-vous et autofinancez d'une certaine façon. Donc, j'imagine que le pivot n'a pas dû être facile parce qu'on est tous en situation de crise. Ce n'est pas nécessairement facile de trouver du financement.
Comment vous l'avez vécu, vous, au niveau de Taisez-vous? Oui, bien en fait, ce qui est survenu lorsque la crise a démarré, je dirais, du moins celle en lien avec la pandémie, Taisez-vous était, je dirais, dans une situation très agréable parce que, comme ça a été souligné, c'est un modèle d'affaires, on pourrait dire, ou de fonctionnement qui est autosuffisant. Dans le sens où le fonctionnement est assuré par des ventes de services à des coûts modiques, puis avec des différentes modalités d'accès en lien avec des bourses. Lorsque la crise est survenue, et puis une des missions de Taisez-vous, c'est de briser l'isolement. Alors, de cette crise a émergé comme je dirais, deux constats très forts. Ben, normalement, on met en place des environnements sociaux et physiques pour briser l'isolement, que ce soit des espaces en ville ou des retraites de rédaction. On essaie de réfléchir à la transformation des façons de faire en milieu universitaire. Et là, on nous a enlevé ces espaces-là qui permettent non seulement de répondre à des besoins très pressants, là, briser l'isolement, produire des mémoires ou des thèses, mais aussi de profiter de ces espaces-là pour penser les choses autrement. Donc, on nous enlève ces espaces-là parce qu'on ne peut plus être ensemble. Et là, il faut réfléchir à comment on va créer ces espaces-là de façon virtuelle. Et puis, comment on va faire face à une perte totale de revenus du jour au lendemain. Donc, c'est sûr que ça a mis beaucoup, beaucoup de pression sur l'organisation, puis on s'est retrouvé comme n'importe quelle entreprise et non pas comme un organisme communautaire qui a une subvention de fonctionnement. C'est je dirais, des défis qui sont majeurs pour une organisation comme la nôtre. Puis en même temps, on a senti une très, très forte légitimité de notre mission parce que plus que jamais, on pouvait contribuer au bien-être et puis à l'avancement des connaissances de la relève en recherche parce qu'elle était plus que jamais isolée puis faisait face à différentes difficultés. Puis je rebondirais juste sur un petit truc qui a été mentionné. C'est vrai qu'on a peut-être au départ été très enthousiaste face à cette revalorisation de la recherche dans le discours public. Là, tout d'un coup, tout le monde était un épidémiologiste. Là. On comprenait c'était quoi les courbes, la transmission et tout ça. Pour moi qui s'intéresse à la chlamydia, c'était comme il y avait beaucoup de potentiel éducatif. Puis en même temps, c'est une certaine recherche qu'on valorise. Puis la plupart de nos étudiants, par exemple en études littéraires, en sciences humaines, sociales, en fait, ils ont eu beaucoup de difficultés à faire du sens de leur projet face à cette crise centrée vraiment sur la santé. Donc, il y a eu aussi beaucoup de perte de sens dans des démarches de recherche qui sont un peu à l'extérieur de ce qui est des sciences de la santé, épidémiologie ou ce qui a un impact à court terme. Merci, Sarah. Et on va terminer la première question avec Lee. On parle beaucoup des organismes de première ligne, ceux qui ont un lien direct avec les citoyens, qui peuvent offrir une aide directe, ce qui n'est pas le cas de votre organisme. Donc, comment vous vivez cette crise-là, sachant que ce n'est pas nécessairement des besoins de première ligne, si on veut? Absolument. Merci pour la question et un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je me trouve dans mon jardin aujourd'hui parce que je suis tanné d'être dans ma salle de dîner à la table. Puis je pense après 6 mois de travailler à la maison, on trouve des façons de s'adapter aussi. Fait que je m'excuse s'il y a des chiens qui jappent. Je vais mettre la sourdine si ça l'arrive, mais être dehors, c'est vraiment pour moi super important. On se sent renfermé et pas ensemble. Dans le cas de CKX, c'est vrai, on n'est pas une organisation de première ligne. On offre une variété de programmation axée sur la pratique réflexive, l'apprentissage et de l'action. Ça inclut des fellowships individuels, des cohortes d'apprentissage et aussi des services d'animation et de programmation pour des retraites, des formations, etc., avec des partenaires. Puis je m'en souviens en mars, le vendredi avant que tout a changé. Il y avait une fin de semaine où tout a bouleversé. Je m'en souviens que j'ai envoyé un courriel à mon conseil d'administration pour dire, quelque chose arrive dans le monde, mais je pense que ça va nous affecter de telle façon. Puis moi, j'avoue que j'ai pensé qu'il y avait comme un risque minimal en ce moment. Puis là, après la fin de semaine, il n'y avait plus de papier toilette nulle part. Il y avait, le premier ministre de l'Angleterre était à l'hôpital. On ne pouvait pas toucher les poignées de porte sans attraper la COVID. On dirait que le monde a changé vraiment. Puis j'ai regardé mon courriel encore le lundi matin après vendredi, puis ça n'avait plus rapport du tout avec ce qui arrivait. Puis j'ai vu en ce moment-là que oui, notre programmation, ce n'est pas de première ligne. On n'offre pas un service direct
à la clientèle. Puis je pensais, il y a une période de réutilisation où on s'est mis comme à l'arrière. On dit, OK, on va arrêter un peu. On était censé de lancer un nouveau programme de cohorte en mars. On a décidé d'arrêter, de prendre une petite pause, puis de réfléchir comme équipe, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on peut contribuer. Fait qu'on a fait un peu un shift dans notre façonnement. Puis on a eu, grâce à notre financement et notre situation financière, on était capable de prendre une petite pause avec la programmation, puis voir comment on pourrait peut-être aider. Et aussi, c'était pas le bon moment de lancer une affaire une cohorte d'apprentissage, de réflexion quand il y avait du monde en crise, des communautés en crise. Alors, on a attendu pour le lancement du programme. Puis, je crois aussi, quand je parle du secteur philanthropique aussi, CKX fait un peu le pont entre le secteur communautaire et philanthropique. Auparavant, on était un projet les fondations communautaires du Canada, fait un réseau pan-canadien de la philanthropie. Et en 2017, on a intégré avec une autre organisation communautaire, la Fondation Carole. Ensuite, fait que là, on est en pleine réinvention de notre programmation en ce moment. Puis quand on parle du secteur philanthropique, je pense moi je suis content que plusieurs fondations, plusieurs bailleurs de fonds ont décidé immédiatement d'enlever les restrictions sur leur financement. Alors, s'il y avait des projets ou des tâches particulières pour un projet, plusieurs des bailleurs de fonds ont décidé d'enlever, éliminer ce stress-là pour leurs partenaires. Puis je sais, moi, on a eu plusieurs fondations qui ont fait ça avec nous, mais aussi avec les organisations de première ligne qui ont vraiment... C'était une bonne affaire pour eux d'avoir les restrictions puis être capable de rediriger les ressources où il y avait un plus grand besoin que le projet qu'on attendait, que présentement, comme ça n'a plus vraiment rapport avec ce qui arrivait. C'est ça. Et aussi, une autre chose que j'ai vu, que plusieurs fondations philanthropiques ont finalement commencé à envoyer des virements électroniques pour les paiements et arrêter d'envoyer les chèques. Fait qu'un petit peu un petit bond qui arrive aussi, une adaptation à la situation, qu'on est capable de faire ça aussi. Si les organisations communautaires sont capables d'adapter, nous aussi, on est capable d'adapter nos systèmes et nos processus. Parfait. On a vu que la pandémie a révélé plusieurs inégalités sociales qu'on connaissait, qu'on savait. Et ça a donné, par un drôle de hasard, de l'épisode George Floyd aux États-Unis qui a vraiment révélé la laideur de ce qu'on peut voir de nos sociétés. Est-ce que la question des inégalités raciales, on a vu, il y a eu beaucoup de discussions, même aussi au Québec, par rapport à ces enjeux de disparité sociale. On l'a vu par rapport à la COVID, les gens qui étaient le plus impactés dans nos sociétés, c'était les gens les plus vulnérables, marginalisés. Est-ce que vous, au niveau de vos organisations, de vos entreprises, vous avez fait cette réflexion sociale-là pour voir comment vous pouvez participer au changement ou aux enjeux, adresser ces enjeux de disparité qu'on vit dans nos sociétés? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi? C'est comme si on a eu le droit à deux crises en une, mais est-ce que ça a affecté votre façon de faire les choses? Louise, oui? Ce que je dirais, oui, c'est sûr que puis la première chose, je pense, c'est au sein même de nos organisations une prise de conscience, si on n'avait pas, en tout cas, il y en a eu une, mais d'aller beaucoup plus loin. Puis je pense au domaine des arts de la culture, et même à Culture pour tous, ça fait longtemps qu'on se préoccupe de ces questions d'inclusion, de diversité. Déjà en 2005, ensuite 2006, on avait des programmes et tout. Là, on se disait, mais c'est pas assez. On en fait, mais il faut inciter les autres, ceux qui travaillent avec nous ou en collaboration, à aller plus loin. C'est un peu comme toute la question du développement durable, la culture dans le développement durable, qui est très mal compris, sur lequel on voudrait travailler, parce que la crise climatique est quand même aussi une autre crise, là, mais on en a plusieurs ces temps-ci. Et je pense que le milieu de la culture, on a vraiment une réflexion, plus qu'une réflexion, des actions à mettre en place sur la question de la diversité, mais comment je dirais ça, le temps de réflexion est court parce qu'on voit déjà les problèmes, puis si on peut apporter une solution, et les arts et la culture peuvent apporter une solution, il faut que le milieu artistique se penche là-dessus. Je le vois déjà dans les théâtres, déjà on voit, il y a
et ça va faire un effet d'entraînement, j'en suis convaincue. Je mise énormément sur les artistes, les travailleurs de la culture comme des agents actifs dans la société pour faire pour amener en tout cas leur contribution, parce que ça ne peut pas être que par les arts et la culture, bien sûr, mais on s'attend à ce que le monde de la culture bouge là-dessus. Il faut qu'il bouge. Et je pense que les gouvernements, moi je pense que les conseils des arts aussi peuvent amener avec des incitatifs, un peu comme pour la démocratisation de la culture, il y en a eu des incitatifs, pas des obligations, mais pas loin. Si tu veux une subvention, mais il faut que tu bouges là-dedans. Si tu veux, alors pour moi, c'est très correct de le faire. Je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui de donner des enlignements très clairs. Oui, oui. En fait, effectivement, je pense que la crise a exacerbé les différences qui existaient avant et elles ont été encore plus marquées. En tout cas, les personnes qui étaient défavorisées avant, à mon avis, se retrouvent encore plus défavorisées. Puis on l'a vu à travers des épisodes comme celui de George Floyd aux États-Unis. On le voit à travers plein d'autres exemples au Canada, au Québec, à Montréal. On voit cette réalité qui existe et qui est différente en fonction de votre provenance, couleur de peau, façon de parler, etc. On voit qu'il y a des différences qui existent énormément. Et en fait, la question que moi je me pose, par rapport justement au titre de l'événement qu'on a aujourd'hui, où on parlait d'équilibre, où on parlait de retrouver l'équilibre, de ce que je ressens moi par rapport et de ce que je vois en fait dans le monde scientifique, l'inclusion, la diversité, ce sont des exercices qui ont déjà été, qui sont menés, mais il y a beaucoup de difficultés avec, en fait, il y a beaucoup oui, c'est ça, de difficultés avec l'inclusion et la diversité d'une façon générale dans la science. C'est largement documenté et dans le milieu, moi je peux parler énormément du milieu de l'astrophysique, on le sait que ça existe énormément. Je pourrais prendre un exemple très, très, très simple, pour ne pas donner beaucoup de chiffres, mais un exemple très, très simple. Dans les pays de l'OCDE, la présence des femmes dans les sciences, dans ce qu'on appelle les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, les STEAM, est environ 30%. Et on sait qu'au Canada, donc 30% de femmes dans toutes les STEAM au Canada. Et lorsque l'on passe au Québec, on se retrouve simplement avec un chiffre qui est pas tellement en fait, pardon, 30% dans tous les pays de l'OCDE. Au Canada, c'est simplement 20% et au Québec, on tombe à 17%. Donc, vous voyez que la présence des femmes juste là au niveau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, c'est un phénomène qui mérite vraiment d'être augmenté et je veux dire, c'est juste la pointe de l'iceberg lorsque on rentre d'autres communautés, d'autres diversités autres que les femmes. Et donc, ça, c'est ce qui existait avant la pandémie. Je pense que la pandémie vient exacerber toutes ces difficultés-là. Et puis, je pense que le rôle que l'on a, nous, comme musée, comme vulgarisateur scientifique, en fait, c'est grâce à notre audience et grâce aux actions qu'on peut mener, c'est justement d'être capable d'amener toute cette science vers la diversité. Donc, le potentiel que l'on a, nous, en tant qu'institution muséale et autant que scientifique aussi, c'est d'être capable justement de concentrer nos efforts à faire en sorte que les milieux soient plus inclusifs, plus diversifiés. Mais l'effort que l'on a à faire, il est énorme. Il ne faut pas se cacher. Il va falloir que l'on mette vraiment les bouchées doubles pour pouvoir y arriver. Parce que l'impression que l'on a, et c'est pour ça que je dis que j'ai du mal à comprendre comment on peut dire qu'on peut retrouver l'équilibre, parce que pour moi, il n'y avait pas d'équilibre avant la pandémie, et qu'après la pandémie, ou en disant pendant cette pandémie-là, l'effort à retrouver, cet équilibre-là qu'on veut essayer d'atteindre, il va être énorme à fournir, et il ne faut pas s'asseoir sur notre beigne, on va dire, et puis il va falloir mettre tous les efforts pour pouvoir compenser et trouver des solutions pour faire en sorte que l'équité, la diversité et l'inclusion soient respectées un peu dans ces domaines-là, autant muséal que culturel que scientifique. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Olivier. En fait,
pendant qu'on faisait nos pratiques ou bien on regardait comment on allait aborder certains enjeux, il y avait la question du titre de la conversation qui était « Retrouver l'équilibre ». Et on s'est beaucoup posé la question si on devait retrouver l'équilibre qui était là avant ou est-ce que c'était possible de penser à un retour à la normale. Aujourd'hui, je pense que tous les gens qui vont écouter cette conférence-là, on est tous sur le qui-vive. On attend 17h30 aujourd'hui, la conférence du PM pour savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui va arriver. On parle de retrouver l'équilibre, retourner à la normale. Est-ce que c'est souhaitable? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'équilibre? Qu'est-ce qu'on veut dire par la normale? Et comment vous voyez le futur? Comment vous l'imaginez, vous, respectivement? Sarah, on peut y aller. Oui, Billy? Je pourrais commencer par... Oh, il y a un peu de feedback. Je pourrais partager une expérience. Auparavant, j'étais directeur de camp de vacances. Je pense que mon expérience comme animateur et directeur de camp de vacances, quand je compare ça à ma formation, à mon expérience professionnelle, je reviens souvent aux leçons que j'ai apprises sur le lac, dans le bois ou alentour d'un feu sous le ciel, en dessous des étoiles. Moi, je trouve que c'est assez important, plus important des fois que mes certifications et mon diplôme aussi, les choses que j'ai apprises au camp. Puis, une de ces leçons laquelle je me souviens souvent, c'est des enfants, leur première fois dans un canot. Et on sait qu'un canot a la tendance de basculer quand on embarque. Et des fois, cette situation d'instabilité cause un peu de panique. Et le canot va aller à droite ou à droite. Et les plus, c'est souvent d'essayer de corriger et aller vite vers la gauche. Mais qu'est-ce qui arrive? On a la tendance de surcorriger. Et on bascule d'un côté à l'autre, comme ci, comme ça, puis tout d'un coup, on se trouve à l'eau. Ça remplit la situation. Et on se trouve à l'eau. Puis moi, la leçon importante pour l'enfant qui se trouve à l'eau, et aussi peut-être pour nous aussi dans ce moment, c'est que l'état naturel d'un canot sur l'eau, c'est un état d'être équilibré. Et peut-être que des fois, pas toujours, je pense que des fois, il faut bouleverser, puis taper le canot à l'eau, puis peut-être le caler aussi. Mais des fois, c'est important aussi qu'il faut résister la tentation de surcorriger et en place de suivre la basculation un petit peu pour se retrouver au centre, en équilibre. C'est une réflexion que je reviens souvent en ce moment avec la pandémie, que des fois, est-ce que mes interventions, j'essaie de trop corriger la situation? Et je peux toujours prendre un moment de réflexion pour attendre, un peu de patience aussi, qui est parfois difficile dans un moment de stress, d'urgence ou de crise. Mais je pense que moi, j'ai pris des meilleures décisions pour notre organisation et pour moi personnel aussi, quand j'ai pris le temps de suivre un peu la basculation et de me retrouver, de me recentrer avant de trop y forcer. Mais c'est vrai qu'on a tendance à trop faire parce que justement, la peur nous pousse à faire certaines actions puis qu'on devrait peut-être prendre plus le temps de réfléchir et de se questionner sur nos vraies valeurs ou ce qui est vraiment le plus important dans nos sociétés, dans nos vies. Sarah, tu voulais rajouter quelque chose? Mais c'est vrai qu'à la suite de nos échanges préliminaires, je suis devenue un peu, en fait, complètement déséquilibrée à l'égard de mes recherches sur le mot équilibre, le concept et tout ça. C'est intéressant avec l'analogie qui vient d'être mentionnée parce qu'on a tendance à beaucoup faire ça, en fait, quand on se questionne sur l'équilibre, à aller chercher des analogies qui appartiennent au monde de la nature, qui semblent être bien équilibrées, puis se rééquilibrer un peu de façon naturelle. Hein, ça impacte même notre langage courant. Et puis, en fait, ce que je me suis aperçue, ou en tout cas, ce qui m'a fait réfléchir à tout ça, c'est que c'était peut-être fautif de faire ces analogies-là parce que dans le monde, dans la société, en fait, il y a très peu d'équilibre, il y a des forces, il y a des pouvoirs. Puis, il faut comme les considérer lorsqu'on essaie de justement réfléchir à comment transformer les choses. Et
à force de lire aussi comment ça a été repris par les sciences économiques, ce fameux équilibre, puis que c'était pour légitimer finalement une absence d'intervention, puis de peut-être ne pas regarder la présence de différents pouvoirs, puis certaines hiérarchies. Donc, je me suis dit que j'allais venir ici en disant que c'était vraiment quelque chose auquel je n'aspirais plus du tout, l'équilibre. Et puis que l'innovation sociale, en tout cas, on peut en dire beaucoup de choses, puis ça reste un buzzword à certains égards, c'est probablement de créer des déséquilibres et de créer des brèches. Alors moi, je suis vraiment pour une saucette, en fait. J'aurais pas tendance à essayer de rééquilibrer le bateau, mais plus de plonger à fond la caisse parce qu'on est comme dû pour se mouiller un peu, puis de façon peut-être plus drastique, là, si on veut que les choses évoluent d'une certaine manière. Puis je voudrais juste revenir un peu sur la question précédente parce que elle m'apparaît hyper importante en lien avec les inégalités sociales qui ont, en tout cas pour nous, dans le milieu universitaire puis académique, sont devenues très, très visibles avec la crise. Puis ça a permis une prise de parole assez importante, du moins sur les médias sociaux, puis à laquelle on a tenté d'être le plus sensible possible. Mais clairement, ça nous a poussé à faire un examen de conscience. Puis nous, on a été chanceux parce qu'on avait obtenu une subvention pour se poser ces questions-là avant la crise. Puis clairement, là, on grandit beaucoup comme organisation à réfléchir l'accès, puis même notre gouvernance, en lien avec plus d'inclusion, puis un changement qui passe de la représentation vers la lutte aux inégalités. Puis il y a vraiment une posture différente. Représenter un système qui est déjà inégalitaire, puis le reproduire, c'est pas la même chose que d'essayer de lutter, puis de transformer les choses. Puis je m'aperçois que si on n'avait pas eu cette subvention en amont, probablement que c'est la première chose qui aurait sauté en termes de priorité. Parce qu'en mode survie, finalement, ces choses-là, ben, on se pardonne de ne plus y penser. Puis là, on réfléchit le changement probablement de façon fautive, puis encore une fois, avec une certaine élite qui va en bénéficier. Okay, je voulais juste ajouter ça pour ne pas le laisser passer. Sinon, Louise, l'équilibre, la normalité. Oui, la normalité. Moi aussi, je pense que le déséquilibre, de temps en temps, c'est pas mauvais parce qu'on réagit et on doit faire aller nos neurones un petit peu plus pour se retrouver dans une certaine forme d'équilibre. Puis je pense au monde des arts et de la culture, souvent on se compare à des fils de ferris. On jongle avec beaucoup d'éléments comme est-ce qu'on a assez de subventions, est-ce qu'on a assez de revenus autonomes, est-ce qu'on va finir l'année. Les organisations communautaires aussi n'ont pas une stabilité, que tu sais, on est assuré à 100% qu'on va finir l'année en équilibre budgétaire, par exemple. Et ça, ça amène de la créativité, ça amène il ne faut pas que ça soit trop longtemps, tout le temps comme ça, par exemple, parce que ça peut être très difficile, mais ça nous force à innover. Et on le voit dans le monde des arts et de la culture, on a quand même un milieu extrêmement créatif. Mais en même temps, cette crise-là qu'on a en ce moment, je pense à la COVID, la pandémie, c'est vraiment un temps important de réflexion profonde sur, oui, l'équilibre du milieu en général, mais sur la place qu'on a, et je pense aux sciences, on en parlait tantôt, c'est deux secteurs extrêmement pointés depuis le printemps dernier. On a besoin des arts de la culture pour nous aider, nous émerveiller ou nous faire réfléchir. Et la science, bien, on l'a vu aussi, c'est évidemment encore plus compréhensible pour tout le monde que la science est extrêmement importante et on a besoin, plusieurs ont besoin de se refaire dire que ça, c'est vraiment des éléments de base de notre société. Mais pour venir à l'équilibre, moi, je pense qu'il faut qu'on trouve une manière, dans le contexte actuel, ça peut être ce déséquilibre-là peut être une occasion même d'affaires, je vais en parler comme ça, parce qu'on peut aussi essayer, risquer des trucs en ce moment. Puis, je pense à un directeur de théâtre qui, au printemps, quand tout le monde disait « il faut diffuser les arts vivants, c'est super important, il faut avoir notre place », mais oui, c'est sûr, là. Mais il n'est pas question d'être 300 dans une même salle de spectacle, même pas encore aujourd'hui. Alors, c'est peut-être plus le temps de la réflexion que de la diffusion.
je fais le lien avec le milieu, évidemment, qui a voulu recommencer très rapidement. Mais je pense qu'on a une belle occasion en ce moment de réfléchir à notre position et notre position par rapport aux citoyens du Québec, par rapport le lien avec les gens. Et moi, je crois beaucoup qu'on doit travailler à cette relation-là en général, parce que c'est les citoyens en bout de compte qui se développent, mais qui développent aussi ce qu'on est, la société. Alors, il y a un gros travail à faire sur l'éducation, je dirais, sur le plan des arts et de la culture, et pas seulement envers les citoyens. Olivier, j'aimerais Oui. t'entendre parce que je sais que ça a été très verbal par rapport à cette notion d'équilibre, Oui, de oui. rééquilibre. Donc, Alors, en fait, c'est ça, toi, c'est ça que, représente quoi? oui, c'est que, en fait, pour moi, l'urgence de la COVID a montré les changements qui étaient nécessaires, mais je pense malheureusement, j'ai l'impression qu'on a stagné dans l'équilibre qu'on essaye d'atteindre. Et en fait, il faut se souvenir qu'avant la COVID, il y avait une urgence aussi qui était là, une urgence climatique qui était très, très importante, sur lequel, rappelez-vous, au tout début de la pandémie, on a dit « Oh là là là, il va falloir changer les choses parce que la prochaine grande crise, ça va être l'urgence climatique, il faut agir rapidement. » Et en fait, depuis 6 mois, on n'a pas l'impression beaucoup que l'urgence climatique, même si on vit une crise très, très sévère actuellement, et je ne veux pas la minimiser, mais la crise des changements climatiques est là, bien réelle, et on n'a pas l'impression qu'on met les bonnes priorités, en fait, ou en tout cas qu'on s'affaire à penser à l'après-crise de la Covid dans un contexte de transition écologique. Alors, la science, c'est quelque chose qui peut nous aider. On l'a vu avec le début de la pandémie. Au début, on avait beaucoup de faits. C'est vrai, comme disait Sarah, on a parlé de beaucoup de transmission. On a aussi beaucoup appris et je pense que les gens maintenant savent ce que c'est qu'une fonction exponentielle. On n'a pas suivi tous des cours de mathématiques, mais maintenant, on est tous conscients de ce que c'est qu'une courbe exponentielle. Et ça, c'est très important comme notion. Là. Donc, c'est parfait. Mais la science, en fait, c'est quelque chose qui dit ce qui est et pas qui dit ce qu'il faut faire. Donc, la science va nous présenter les faits tels qu'ils sont. Et donc, c'est ce que la science a fait au début de la crise. C'est ce qu'elle continue de faire maintenant. Mais les gens qui vont prendre des décisions, ce ne sont pas forcément les scientifiques. Les scientifiques peuvent aider à comprendre ce que dit la science. Et c'est pour ça que je dis que la science, en fait, a une odeur ou une couleur ou un goût, ce que vous voulez. Mais j'aime bien dire qu'elle a une odeur parce que les gens qui vont recevoir la science vont préférer telle odeur ou telle couleur de la science et prendre des décisions ensuite. Et donc, si on veut aller vers un équilibre, c'est l'équilibre des gens qui vont prendre la décision. Et ce n'est pas forcément l'équilibre de la science. La science, elle veut juste dire ce qu'il est. Donc, il va falloir travailler tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut que l'on prenne le temps de la réflexion. Comme disait Louis, c'est vraiment très important qu'on ait ce temps de la réflexion-là pour savoir c'est quoi l'équilibre que l'on cherche réellement comme société. Est-ce que c'est l'équilibre que l'on avait avant la pandémie? Est-ce que ça vous satisfaisait d'avoir uniquement, par exemple, à la télé, des publicités sur les autos? Pas forcément. Est-ce que qu'est-ce qu'on a actuellement en fait quand on regarde la télévision et qu'on regarde des publicités? On a aussi une dominance très très forte des publicités sur les autos. Donc vous voyez qu'on a déjà retrouvé un équilibre avant et après la pandémie si on regarde les publicités pour les autos. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut dans 10, 15 ans, 20 ans avec l'urgence climatique qui s'approche? Moi, je ne pense pas. Et je pense que c'est aux politiciens, politiciennes et à la société en général, à partir des faits qui sont présentés par les scientifiques, d'amener la société plus loin et de trouver peut-être des déséquilibres multiples, de nous amener dans une situation qui soit en tout cas meilleure que ce qu'on a actuellement, parce que on le voit, la société que l'on a n'est pas parfaite, elle est au niveau de l'équité, la diversité, l'inclusion. Moi, je pense que c'est un échec. Il faut poursuivre dans une autre direction et trouver des outils qui nous amènent à plus d'équité, par exemple. Merci, Olivier. Ça me fait réfléchir à l'humain a toujours le besoin de se projeter dans l'avenir. Bon, je pense qu'on est tous un petit peu comme ça.
cette crise-là, bien évidemment, ça nous permet, oui, de se questionner, d'essayer de prendre ces moments de réflexion, mais on a souvent tendance à vouloir avoir des réponses pour l'avenir. Ce serait quoi les apprentissages pour vous de la crise que vous avez fait jusqu'à présent, parce qu'elle n'est pas finie, la crise, on s'entend? Puis, sur quoi vous pensez qu'on devrait miser pour la suite des choses? Carla, je pourrais partager juste un lien. Un billet de blog qui a été écrit au mois de septembre par la présidente de mon conseil d'administration. Je l'ai mis dans le chat. Et la PDG de Tides Canada, là, Makeway, pour le lancement de notre programme de cohorte. Puis moi, la leçon, je pense qu'on réfléchit souvent, c'est qu'on aurait besoin d'une autre façon d'avancer. Et comme pour bâtir un peu ce que Sarah, Louise et Olivier ont dit, qu'on a la chance présentement, avec la pandémie, l'action sociale qu'on se trouve, de réfléchir d'une autre façon d'avancer. Et moi, à notre avis, moi aussi j'y pense, que c'est pas des fois d'apprendre des nouvelles façons, mais peut-être un retour à une façon de travailler des systèmes qu'on a déjà perdus. Quand on parle d'un retour à l'équilibre, c'est pas un retour comme qu'est-ce qu'il y avait en 2018 ou 2019, mais encore, on va retourner encore plus loin. Puis il parle dans le blog un modèle qui existait déjà dans les communautés, les mouvements, un modèle qui est féministe, qui est interdépendant, centré sur la personne et ancré dans la communauté. Fait que ça, c'est un espoir que j'ai, qu'on retrouve cette sorte d'équilibre qu'on a perdu au moins pour une centaine d'années, sinon pas plus que ça. Mais ça, c'est un avenir que nous, on aime. C'est pour ça qu'on travaille. Et je me demande, c'était drôle c'était écrit au mois de septembre, des mois avant la pandémie. Bien, en le relire ce matin, avant la présentation aujourd'hui, c'est vraiment, en anglais, on dit prescient. Ça me fait almost a prediction. Qu'est-ce qui arrive? Je suis désolée, je suis de retour. Il y a une panne de courant à l'espace où est-ce que j'étais, donc je me suis cliquée sur mon téléphone. Des choses qui arrivent, la technologie. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous avez poursuivi. Est-ce que vous aviez entendu ma question, en fait? Oui. J'ai entendu la question, puis j'ai à faire une première réflexion. OK, je n'ai pas entendu la réflexion, mais vous pouvez poursuivre, puis je vais récupérer à partir de maintenant. D'accord. Désolée. Bon, en fait, c'est bon, tu t'adaptes, Carla. Il fallait que ça arrive à ce moment-là. Ben, moi, je trouve que c'est intéressant, Lise, que tu amènes aussi, parce que ça revient aux personnes, ça revient à la responsabilité de chacun d'entre nous. Puis, par exemple, moi, dans le monde des arts de la culture, je trouve qu'on n'a pas assez insisté sur la dimension culturelle de nos vies qui nous permet de nous constituer, de nous construire et d'entrer en relation avec les autres. Et ça me... Je suis triste quelque part, ben pas, je garde un optimisme, et je sens maintenant qu'on a beaucoup plus d'intérêt sur la dimension culturelle. On pense aux arts et la culture de plus en plus. Je pense aux élus, aux maires dans les villes. Il y a vraiment un travail qui se fait. Ça prend une génération, ça prend du temps. Et les journées de la culture aujourd'hui ne sont pas remis en question comme ils l'étaient au début, parce que le monde des arts s'intéressait plus ou moins à la question de la démocratisation, s'intéressait à la création d'œuvres magnifiques. Mais la séparation entre le monde des arts, c'est un peu comme la science, Olivier, je dirais, un petit peu aussi les scientifiques dans leur labo qui ont malheureusement beaucoup de travail, bien, heureusement, mais n'ont pas toujours la capacité d'aller vulgariser, démocratiser. Puis ce travail-là de médiation, que nous, on appelle la médiation culturelle, il faut qu'elle soit faite. Et il faut qu'elle soit faite aussi en sciences. Il y a beaucoup maintenant de transfert de connaissances et tout ça, mais il faut aller encore plus en profondeur. Et pour moi, l'école est un espace important pour ça. La maison, la famille, bien sûr, mais et si on travaillait davantage du côté de l'enseignement, par exemple, à la petite enfance, au primaire, secondaire, avec l'approche culturelle de l'enseignement, on irait beaucoup plus loin parce que les artistes et les œuvres qui existent déjà sont un patrimoine incroyable, sont des
des formes qui peuvent nous amener à réfléchir, en entrant en direct, en contact avec eux. On a besoin de ça pour développer notre imaginaire et l'intelligence. Et on le voit beaucoup même chez les scientifiques, comment ce sont des amateurs d'art. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment un lien direct. Et ça me fascine et je me dis, il faut continuer à travailler, puis il faut que les communautés s'intéressent à cette question-là. Puis là, je regarde les journées qui existent en ce moment, ben, c'est dans les communautés, puis c'était le but de mettre en valeur la vie culturelle locale. Il faut partir de où on est. Et la pandémie, en ce moment, elle nous ramène sur notre territoire, elle nous confine déjà. Et il faut créer ces bulles-là à l'intérieur de nos propres communautés, avec évidemment les distanciations nécessaires physiques, mais de garder ce contact-là, moi, je trouve que c'est extrêmement important. Puis, grâce au numérique, on peut réaliser ce qu'on fait aujourd'hui, le lien, puis de rester connecté avec notre monde pour justement aller plus loin sur la question de l'innovation, puis de trouver des réponses à nos crises en ce moment. Je suis d'accord avec toi, Louise. Je pense que tu as raison que les écoles sont vraiment un bon endroit justement où aller. Mais il ne faut pas oublier bien sûr les musées. Là, je parle un peu pour ma paroisse, comme on dit. Mais il y a aussi un travail énorme qui a été fait pendant la pandémie. On s'en est aperçu et qui mérite d'être valorisé, qui a été vraiment négligé dans le passé. C'est l'apport des journalistes scientifiques, parce que c'est un lien direct avec la population. Et les journalistes scientifiques, qu'ils soient de l'agence Science Presse, il y avait aussi le détecteur de rumeurs, mais tous les médias, en fait, ont pris une place quand même assez importante pendant la pandémie. Et le gros apprentissage que je tire de tout ça, c'est qu'il y a un goût pour les gens, justement, d'avoir accès à ces informations-là. Les journalistes ont cette capacité d'aider à vulgariser les propos des scientifiques. Et le front commun, en fait, qu'on peut déduire de tout ça entre les écoles, les institutions culturelles, muséales et les journalistes scientifiques fait en sorte qu'en principe, on devrait être une société beaucoup plus avancée et beaucoup plus déterminée dans l'approche dans la recherche d'un nouvel équilibre ou de lutter face à une nouvelle pandémie ou une nouvelle crise. Donc, je pense que l'apprentissage qu'on tire de tout ça, c'est que oui, on sort grandi de tout ça parce qu'on a développé des structures qui communiquent maintenant entre elles et qui ont montré toute leur importance. Et je pense que c'est la grande leçon qu'il faut tirer de tout ça. C'est le grand apprentissage en tout cas. Et puis moi, je vois aussi que c'est beaucoup plus facile maintenant pour nous, musées, de montrer et d'aider les citoyens à s'engager. On a cette capacité à rejoindre les citoyens et les citoyennes, à leur montrer que l'implication scientifique et de la science citoyenne, la science participative, c'est important et ça permet d'aller plus loin et ça permet justement d'offrir des changements et d'aller vers ces multiples déséquilibres. J'aime bien l'expression de Sarah là, qui pourrait nous faire progresser énormément. Je vais faire une petite parenthèse par rapport justement à ce que tu viens de dire, Olivier. On parle de l'information. Il y a une marée d'informations qui est disponible pour le public. Il y a beaucoup de bruit ambiant. Il y a de l'information qui fuse de partout, les médias sociaux, les médias traditionnels. Tout le monde se prononce, scientifique ou pas, sur les questions par rapport à la pandémie. Comment on peut garder cette capacité de réfléchir et de nuancer les propos? Comment on fait pour vulgariser, trouver la vérité à travers tout ça? D'abord, en allant voir les bonnes personnes qui sont, à mon avis, les plus aptes à justement critiquer, avoir cette pensée critique scientifique qui est nécessaire pour analyser les faits. Et je pense que justement, pendant la pandémie, il y a quelque chose qui est fantastique qui a été fait. Il y a une coalition de journalistes à travers l'agence Science Presse et le détecteur de rumeurs qui ont disséqué chaque jour les fausses remarques. Il y avait aussi le groupe de Jeff Hiett à Radio-Canada qui permettait de détecter les fausses rumeurs et d'analyser ces situations-là et de proposer les solutions et de montrer la véracité ou non des faits qui étaient apportés. Donc, à partir du moment où on a cette information de qualité-là, la société en ressort grandie en fait parce qu'on comprend beaucoup mieux. C'est sûr que les réseaux sociaux,
quand je vous disais tout à l'heure que la science avait un goût, c'est vrai aussi exactement pour l'information. Et puis c'est vrai ce qu'on appelle le biais cognitif à travers les réseaux sociaux, où quand on voit une information qui nous intéresse, on la reformule encore plus, on la retweet, on la refacebook encore plus. Et ça, ça prend beaucoup plus de place. Et s'il y a quelque chose qui ne nous intéresse pas, on la laisse passer de côté. Mais c'est l'individu qui choisit ce qui l'intéresse et c'est notre connaissance qui nous permet de déterminer correctement ce qui nous intéresse ou ne nous intéresse pas. Et sur les réseaux sociaux, alors que l'avantage des groupes comme l'agence Science Presse, le détecteur de rumeurs, etc., c'est que ce sont des faits scientifiques qui sont analysés et correctement présentés. Et à ce moment-là, c'est là où, oui, on peut laisser de côté si ça ne nous intéresse pas, mais les faits sont expliqués correctement là, ils sont bien écrits quelque part et on peut les comprendre facilement. Donc, il y a à mon avis, on a progressé sur ce point-là parce qu'on a réussi enfin à laisser plus de place en fait, pas plus de place, la place qui était nécessaire à la science dans en fait, la place qui lui revient naturellement, à mon avis. Mais encore faut-il qu'on puisse être capable de reconnaître la véracité ou bien la crédibilité de la science. Parce que quand on a quelqu'un comme Donald Trump qui dit ouvertement de ne pas croire à ce que la science dit par rapport au changement climatique, par exemple, c'est sûr que ça n'aide pas la cause parce que lui est capable de rejoindre un bon nombre de personnes aussi. Donc, il y a aussi qui... C'est pour ça que je dis que c'est là que prend toute l'importance des journalistes scientifiques parce que leur travail, c'est justement de vérifier tous ces faits-là, scientifiques ou non. Il y a certains scientifiques, par exemple, une infime portion là, qui ne croient pas au changement climatique et qui sont mis de l'avant par beaucoup de médias sociaux, beaucoup de journaux qui ne vérifient pas leurs sources, alors que le consensus sur les changements climatiques est énorme et complètement validé. Donc, on aura toujours des gens qui vont penser exactement comme ils le veulent, et c'est normal, on est dans l'essentiel du monde et dans des démocraties, on a le droit de s'exprimer, de penser ce que l'on veut, et puis il ne faut pas le remettre en cause. Mais il y a l'avantage d'avoir une bonne source scientifique et des bons journalistes scientifiques dans une société, c'est qu'elles peuvent permettre de poser les bases de ce qui est nécessaire pour pouvoir construire en fait la société. Il y a Louise merci Olivier, il y a Louise qui voulait rajouter un petit quelque chose. Oui, bien, par rapport à ça, pour moi, ce sont des médiateurs, certainement, les journalistes. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est plutôt le fait effectivement, dans les réseaux, on prend tout sur les réseaux sociaux ou rien, mais il y a beaucoup de gens qui, par exemple, ne lisent pas, tu sais, ils lisent pas les médias, il y en a beaucoup qui n'écoutent pas les nouvelles, par exemple. Tu sais, ça me fascine en ce moment, et plusieurs qui disent « Ah ben non, la pandémie, ça n'existe pas » ou à moitié. Cela dit, je voulais juste dire que le scientifique en chef a mis un projet en ce moment pendant la prochaine année, mais lors des Journées de la culture, il a lancé un appel pour que des artistes et des chercheurs travaillent sur la création d'une œuvre en lien avec les citoyens sur des enjeux de la pandémie. Alors, il y a 9 projets en ce moment qui se créent. Ça peut être des murales, ça peut être des sculptures sur des enjeux qui ont été soulevés dans la communauté, à Nicolet, à Saint-Raymond, etc. Je veux juste dire, c'est très rare ce genre de projet-là, mais je remercie Luc Rémy Quirion de l'avoir fait parce que ce travail-là de lien avec les citoyens, il est tellement important, puis il faut être plusieurs. On a besoin de plusieurs personnes pour faire ce travail de sensibilisation-là. Et je rajoute encore, c'est un peu mon point, mais chez les enseignants, ce sont les premiers passeurs culturels et scientifiques. Et il faut qu'ils soient plus à même de le faire, ce transfert-là, parce que c'est là que tout le monde passe. De toute façon, on va tous à l'école. Et ça, je crois que c'est pas fait encore, puis pas assez en tout cas. Et on a besoin, puis ce serait le temps en ce moment de réagir et d'aller un peu plus loin sur la question de la science, la question des arts et de la culture, avec le travail à faire avec les enseignants sur place. Merci. Est-ce que Sarah, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à cette question? Oui, bien, en fait, je voulais faire le pont parce que ce soit dans le travail des enseignants ou dans le cas de l'économie sociale et solidaire ou de l'innovation sociale, je pense que, premièrement, on est encore en crise, fait que j'ai beaucoup de difficultés à en parler comme en leçon tirée puis au passé parce que franchement, on pédale encore vraiment fort en ce moment pour essayer de survivre à tout ça.
Mais ce que je constate, c'est que déjà avant, en fait, que ce soit dans le milieu de l'éducation, les profs de primaire ou dans mon milieu, on était déjà un peu à bout de souffle. Et puis là, tombe ce contexte, tombent des enjeux qu'il faut considérer davantage. Et donc, plus que jamais, il nous manque du temps. Puis là, c'est presque un énoncé très personnel. Là. Je veux dire, j'ai même pas répondu à des courriels qui sont arrivés en mars. Là, ça n'a comme pas de bon sens, comment je suis en retard surtout. Et puis, il y a un... Dans ce contexte où il nous manque du temps, bien, il nous manque le contexte pour développer une approche réflexive plus fertile pour transformer les choses, une approche critique aussi. Puis je pense qu'il y a un haut risque de... Même, je suis à la fois vraiment d'accord avec Louise par rapport à toutes ces contraintes qui favorisent la créativité. Puis je crois qu'on l'a expérimenté très fort dans les derniers mois. Puis en même temps, pour moi, il y a un risque réel de dérive stratégique de la plupart de nos organisations en économie sociale, parce que tout d'un coup, il faut se bâtir un capital d'utilité sociale dans un contexte d'urgence où on se met à développer non pas des solutions transformatrices, mais bien des patchs pour répondre ici maintenant à quelque chose qui émerge, mais pas essayer de transformer ce qui nous a menés là. Et cette espèce de... En fait, pour ceux qui sont vraiment dans l'action, qui font, c'est très, très fort. Et puis, ça pèse même personnellement parce qu'on est tous dans des dilemmes un peu de... il faut trouver de l'argent plus vite, mais comment on le fait? Et puis, est-ce que les stratégies qu'on adopte, temporaires ou permanentes, pour trouver ces fonds-là, pervertissent un peu notre mission ou font en sorte qu'on reproduit quelque chose qui était déjà dysfonctionnel. Donc, c'est peut-être les nuances que j'apporterais. Parce qu'en même temps, ça nous a permis de rejoindre des étudiants, par exemple, à Taisez-vous, qu'on n'avait jamais rejoint en région éloignée, en développant. Donc, et oui, c'est vrai qu'il y a eu des belles opportunités, des belles occasions d'innover, voire des occasions d'affaires, même si j'ai la difficulté à en parler en ces termes-là. Mais au final, oui, il va y avoir de l'innovation, mais est-ce qu'on est à même de juger de la qualité, voire du potentiel transformateur de ces innovations-là qui vont naître de la pandémie? Ça, je pense qu'il faudrait être critique ou douter un peu davantage. Louise, oui? Ben oui, c'est vrai qu'on peut pédaler dans le beurre, tu sais, à vouloir tout faire aussi, puis essayer. Mais je crois aussi que c'est le temps de tester des affaires. Des fois, c'est comme en labo, on peut bien être, tu sais, on est un scientifique, on va essayer des choses, ça ne fonctionne pas, il faut essayer. Et je pense au milieu de la culture, vous savez, tout le monde était, plusieurs, en tout cas, si vous avez suivi ça au mois de mai, juin, le théâtre, on ne peut pas faire ça en numérique, ce qu'il faut, c'est d'être ensemble, les arts vivants et tout, c'est vrai. Mais en ce moment, le numérique offre une multitude de possibilités, mais on ne les avait pas tellement testées, hein, pas du tout. Alors, en ce moment, il y a plein de théâtres, par exemple, qui vont faire des captations directes, live, avec une caméra. C'est bien plate, c'est sûr que ça sera... Puis il y en a d'autres qui vont... mais au moins, quelqu'un est capable d'aller voir le spectacle sur le web, ou l'Orchestre métropolitain qui décide, avec Yannick, de faire un concert. Il y a des personnes âgés ou non, mais qui n'ont pas envie d'aller dans une salle, ils vont le regarder. Par contre, il y en a d'autres qui vont déjà être plus détaillés, diversifiés. Je pense à d'autres activités comme sur You qui essaient des choses. Il faut les essayer, on n'a pas le choix. Et je pense que c'est pour la suite. Je ne dis pas que ça va être tel quel, mais je pense qu'il va y avoir pour la suite, ou pour les publics de théâtre, par exemple, je pense ça, le théâtre, il y aura des formes numériques et il y aura même des formes numériques qui vont peut-être aller même plus loin que seulement le théâtre en présence, qui est une forme aussi qui est très bien. En tout cas, moi, je pense, j'ai vraiment envie de voir ça, mais il ne faut pas se tromper trop non plus, puis il faut avoir aussi le soutien des gouvernements pour pouvoir les faire, ces expériences-là. Oui. Vas-y, Louise, vas-y. Non, je viens de voir que c'est marqué ma batterie faible. Il faut que je branche mon truc. Je vous quitte une minute. Parfait. On a parlé de plusieurs choses. Il y a des apprentissages en continu, bien évidemment, parce que
la crise, elle évolue. Il y a beaucoup de cynisme par rapport à certaines choses, certains enjeux, certaines réalités. Comment vous faites pour rester positif à travers cette crise-là et ne pas vous décourager? Parce que le côté incertain des choses fait en sorte qu'on aurait tendance à vouloir abandonner ou se dire que, bon, mais de toute façon, ça ne vaut pas la peine. Comment vous faites pour garder votre positivisme, mais aussi de garder votre focus pour continuer à aller de l'avant malgré l'incertitude des choses? Lee? Ah, une très belle question. Comme je suis dehors, je me trouve. Je vais parler un peu d'un contexte personnel comme dirigeant d'une organisation. Fait que je ne vais pas parler du secteur philanthropique, je vais parler d'une petite équipe de 4. On est 4, on est numérique ou diffusé par défaut. Fait que j'ai un collègue à Vancouver, une à Montréal, une à Toronto, puis moi, je me trouve à Gatineau. Puis une des choses que moi j'ai faites, j'ai arrêté de mettre mon cadran le matin. Parce que puis j'évite, si c'est tout possible, de ne pas avoir de réunion avant 10 heures le matin. Fait que de me retrouver dans un rythme un peu plus naturel, un peu. Tu vois un petit peu une tendance avec les choses que j'apporte aujourd'hui. Mais il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Et des choses que moi, que je peux contrôler aussi. Et de laisser aller les choses que je n'ai pas le contrôle, c'est une grosse affaire aussi. Et de décider, oui, on travaille, notre programmation arrive, on va la lancer, mais le contexte de la pandémie nous affecte tous. Fait qu'il faut y réfléchir. Comme équipe, on prend une période de réflexion à chaque jeudi après-midi, juste pour réfléchir sur la semaine. Un check-in et un check-out à chaque semaine pour juste se regrouper, pour parler un peu de qu'est-ce qu'on fait et de connecter comme des personnes, pas juste comme un directeur de communication, un PDG, etc. Je pense que les pratiques réflexives qu'on parle dans notre programmation aussi, de les vivre nous-mêmes, de prendre le temps de respirer, d'éliminer. Moi aussi, j'ai plusieurs courriels que je n'ai pas répondu et que j'ai comme fait faillite dans ma boîte à réception. J'ai dit, OK, c'est fini. Tout ce qui est perdu avant, j'ai fait faillite avec mes courriels, puis je recommence. Parce que si c'est vraiment important, ça va me revenir aussi. Et de prendre soin de mon feu, comme soit mon feu, mes projets, et de laisser le leadership aux autres aussi, de prendre soin des autres feux qui ont besoin de soutien et d'être alimentés en ces temps-ci. Merci, Lee. Olivier, comment on reste positif malgré que la science a beaucoup de réponses? En fait, la science présente des faits et les réponses, c'est nous qui les trouvons. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. D'un point de vue personnel, je pense que moi, de faire de l'astronomie, de voir les étoiles tous les soirs, c'est quelque chose qui est très, très valorisant. Et puis, ça rejoint ce que dit Lee, là, de vivre dans un rythme naturel, c'est vraiment très intéressant. Et puis, justement, du coup, de travailler Espace pour la vie qui fait la promotion justement du rapprochement entre l'humain et la nature, c'est aussi valorisant. Mais d'un point de vue un peu plus global, c'est de se dire qu'il faut miser sur l'intelligence collective, même si on ne partage pas tous et toutes la même vision de vers où on s'en va. Il y a quand même un progrès qui se fait naturellement dans les sociétés, et puis de miser sur cette intelligence collective, miser sur ces groupes d'intérêts qui nous passionnent, et qui nous motivent, ça peut nous amener d'aller beaucoup plus loin. Et par exemple, d'appeler les citoyens, nous, dans nos musées, à passer à l'action avec nous, d'aller vers de l'avant pour se dire on sait que les changements climatiques qui s'en viennent, ça va être une montagne qui est beaucoup plus haute que la pandémie que l'on vient de traverser. De se dire que dès maintenant, on va travailler à faire des réflexions, on va à trouver des pistes de solutions, que ça va prendre du temps. Et en fait, c'est ça, c'est de se dire que même si ce n'est pas nous qui allons trouver les solutions, c'est important pour toute la société qu'on travaille tous ensemble pour essayer de trouver ces pistes de solutions pour que nos enfants ensuite puissent trouver ces solutions et les appliquer. C'est quand même très, très motivant et c'est ce qui m'allume tous les jours, je dirais. Merci. En fait, se recentrer sur soi-même, je pense que ça revient beaucoup, ce besoin de reconnecter avec soi pour être capable de traverser cette période. Ça c'est revenu souvent dans les commentaires. Pour toi, Louise? Oui, je suis vraiment d'accord avec tout ça. Je pense aussi que les liens sociaux
sont toujours là, mais bon, qui sont dans des situations où on ne peut pas se voir trop et tout ça. Mais je pense que ça, il faut vraiment garder cette forme de lien, même s'ils sont numériques, parce que c'est le socle de la résilience. Puis, oui, l'individu, la communauté, et tout ça ensemble, enfin, le fait d'être groupé donne du courage aussi. Puis le courage amène l'espoir. Puis je pense qu'on n'a pas le choix. Ça a l'air un peu éculé ce que je dis, mais bon, il faut du courage, il faut travailler dur et puis il faut garder cet espoir-là. Puis on peut le garder en étant aussi en lien avec notre communauté, avec notre groupe. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Puis profiter de ce temps de réflexion, pour réfléchir davantage, ça, c'est certain. Chapeau aux artistes, aux poètes et aux scientifiques aussi qui nous amènent peut-être pas des solutions, mais en tout cas des faits qui nous font réfléchir, puis d'avoir un sens critique. Ça aussi, je pense que c'est important. Sarah t'en parlait tantôt. Il faut vraiment qu'on ait un autre regard sur notre monde. Et puis, la pandémie nous met dans cette situation-là. C'est forcé, mais ça arrive peut-être à un moment où il fallait que ça arrive aussi. Et pour Sarah, ouais, ça sera la dernière intervention avant la prise des questions du public. Bon, je vais faire ce court. En fait, d'être en équipe réduite dû au contexte puis à la perte de revenus de Taisez-vous, je crois que ça m'a obligée à retourner à l'animation directe de groupes d'étudiants. Et puis, clairement, ça, c'est quelque chose qui est très, très porteur, en fait. Puis, ça m'a même... ça a éveillé, je dirais, sur l'importance de, lorsqu'on monte peut-être en hiérarchie ou dans une posture un petit peu plus décisionnelle ou de gestion, comment parfois, puis même quand j'enseigne à l'université, c'est la même chose, on perd le contact direct avec les gens pour qui on poursuit une mission. Et donc, clairement, ça alimente quand même beaucoup d'espoir, puis je me nourris beaucoup des réflexions communes qui émergent de ces moments d'animation-là, même si ce sont des moments qui se déroulent en virtuel. Puis en plus, ça me donne l'opportunité de faire beaucoup de jeux de mots, parfois mauvais, mais c'est quand même, ça suscite un certain enthousiasme. Taisez-vous en soi, c'est un délicieux jeu de mots. Puis sinon, j'aurais juste tendance à conclure aussi sur, je dirais que c'est une crise qui fait en sorte que moi, je fais face à des limites personnelles parce qu'on ne peut pas tout faire. En tout cas, moi, je ne peux plus tout faire comme je le faisais avant. Et donc, ça amène l'organisation à repenser dans une approche plus de co-responsabilité. Et j'ai la chance, finalement, de voir l'autonomie et l'innovation de mes collègues, des membres de mon équipe qui sont vraiment extraordinaires. Puis probablement, je ne leur laissais pas assez de place avant parce que j'avais la possibilité de tout faire. Et donc là, on est comme dans une approche où je me dis, dans le collectif, il y a vraiment quelque chose de très, très porteur. Et la crise va certainement nous aider à repenser nos modalités de gouvernance de manière non seulement à être plus inclusif, plus peut-être militant, mais aussi juste dans notre fonctionnement puis notre prise de décision, être un petit peu moins centré sur l'entrepreneur héros, héroïne. Donc, voilà. Merci. Beaucoup de sagesse dans ce que tu viens de dire. Quand on parle d'équilibre, ça m'emmène à une question. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les faire, les questions qu'on a reçues du public, mais quand on parle d'équilibre, on a beaucoup parlé de la conciliation travail-famille. En temps de pandémie, avec les écoles fermées, l'école à distance, ça a été quand même un enjeu assez important pour beaucoup de familles québécoises, justement cette réconciliation des deux. Moi, en tant que mère monoparentale, ça a vraiment été difficile. Ça a été un moment psychologiquement, je pense, qui a été très, très difficile, très prenant. Et il y a une question justement du public qui parle de, en tant que gestionnaire, comment vous voyez la conciliation travail-famille dans cette période de crise? Moi, personnellement, je peux vous le dire que je me vois vraiment comme... C'est comme, pour moi, il n'y a pas d'équilibre possible là parce que c'est très difficile de conjuguer les deux. Je ne pense pas que je vais pouvoir atteindre un équilibre nécessairement, mais j'ai aussi abandonné cette quête aussi
des fois, de penser que je suis capable de tout réaliser en tant que mère, en tant que gestionnaire, en tant qu'entrepreneur, j'ai vraiment abandonné le projet aussi et j'y vais vraiment au jour le jour. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire vraiment de penser qu'on peut atteindre un équilibre ou bien juste de réaliser que nos sociétés, par rapport justement au poids que les femmes ont dans la société par rapport à la gestion qu'on a dans nos familles, le poids énorme qu'on a eu en tant que de pandémie. Je pense qu'il faut aussi re-questionner ça au lieu à tout prix ici de chercher à retrouver un équilibre qui n'était pas nécessairement très fonctionnel à la base. Donc, ça, c'était mon petit édito à moi. Mais pour vous, au niveau, je sais que Lee, tu as 3 enfants. Oui, donc, c'est une question assez importante. Alors, j'ai 3 enfants cette année en 3 écoles différentes au mois de septembre. Fait un au cégep, un au secondaire 1, une en 6e année. Et leur mère est professeure aussi. Fait que le contexte, et aussi, on a la garde partagée. Fait que c'est un peu un contexte assez... le canot, on se trouve souvent à l'eau. Comme ça, il n'y a pas d'équilibre. C'est pas d'équilibre. Mais comme tu dis, comme tu as réfléchi, Carla, la semaine que moi, j'ai des enfants, des fois, mon contexte professionnel, comme j'ai le privilège de travailler de la maison, j'ai mon portable, j'ai du Wi-Fi, je peux faire mon travail. La mère de mes enfants, elle, enseignante, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle se présente dans une école pour faire son travail. Fait que déjà là, il y a comme un contexte différent que je pense souvent aux parents qui n'ont pas le choix ou l'option de travailler de la maison. Mais pour ceux qui l'ont, pour moi, j'ai trouvé, surtout au mois de mars, quand on a commencé puis les écoles ont fermé, moi, tu sais, être à la maison avec 3 enfants, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas rien faire. J'ai essayé d'ajuster mon horaire aussi, d'être plus flexible et comme j'ai dit, j'ai arrêté avec le cadran. Et j'ai passé le temps avec eux quand que je pouvais. Et des fois, c'était une marche, des fois, c'était autre chose. Et je me trouvais souvent, tu sais, je travaillais le soir ou je reportais mes réunions à la semaine que je n'avais pas la garde des enfants. Mais comme ça marche. Mais si quelque chose arrive dans une école qui s'est fermée, il y a comme tu sais, ça l'affecte tout le monde d'autre aussi. Fait qu'il y a un petit peu un stress élevé dans notre famille présentement parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive avec leur mère comme professeur, mon fils au cégep. Tu sais, fait qu'on attend tout. Comme tu dis, c'est un jour à la fois. Lavez vos mains, touchez personne, portez votre masque. Mais c'est très difficile. Puis il y en a qui sont dans des situations encore plus pires, des fois dans des contextes de garde partagée où les parents ne sont pas d'accord avec les situations d'intervention. Mais je suis assez chanceux qu'on se trouve sur la même page, mais beaucoup de communication, beaucoup de textos avec maman ces temps-ci. Louis, ça me fait penser aussi, en tant que gestionnaire, tu dois vraiment, par rapport aux employés, parce que je pense que tes enfants sont grands. Oui. Oui, c'est ça. Donc, Ouais, il n'y a pas de conciliation vraiment. Des petits enfants. Mais par rapport justement, en tant que gestionnaire, comment vous gérez les gens qui ont des familles? Puis, est-ce que vous avez une sensibilité par rapport à ça? Est-ce que vous êtes plus conciliant? Oui. Comment? Oui. Ouais, ben, on est 11 filles. Tu sais, que l'équipe de Culture pour tous, c'est des femmes. Et il y a beaucoup d'entraide. Déjà, il y en avait avant la pandémie en présence et tout. Beaucoup de collaboration. Alors, ça a été assez facile puis de garder l'esprit d'équipe avec tout le monde. Mais évidemment, celles qui ont des enfants, on a été super indulgents, conciliants. Tu sais, on ne voulait pas avoir d'autres contraintes. Il y en avait assez comme ça. Celles qui avaient qui ont des petits-enfants. Pas des petits comme moi, mais des enfants à l'école et tout ça. Non. Alors là, il faut, tu sais, je vous donne un exemple aussi. Il y a beaucoup de compagnies. Nous, on a des commanditaires, puis on a des revenus autonomes. C'est assez important dans notre budget, puis tout ça. Les gens nous ont dit, écoutez, même si vous ne le faites pas, on va vous donner de l'argent. Donc, tu sais, on avait toujours beaucoup de flexibilité de la part des bailleurs de fonds. Et on a payé tous les artistes, les ministères nous ont dit payez-les même si ça n'a pas été fait parce qu'il faut appuyer. Puis du côté des arts de la culture, il y a eu des très bons appuis. Il ne faut pas se le cacher, il faut le dire, je pense, mais c'est sûr que ce n'est pas la panacée. Là, ça ne sera pas toujours comme ça, mais il faut qu'on continue. Non, il faut de la flexibilité, il faut que les gens comprennent. Mais je pense que c'est beaucoup comme ça dans beaucoup d'organisations, peut-être pas toutes, mais
Oui, moi j'ai mon fils qui a 40 ans, il travaillait, il est chef exécutif pour une grande institution financière, là, tu sais, puis il a travaillé de la maison, mais tu sais, t'es cuisinier dans la vie, il n'y avait personne dans la salle à manger, tu sais, puis il a réussi à passer à travers. Ce que je veux dire, c'est que les employeurs sont compréhensifs. Les employeurs ont eu aussi de l'aide du gouvernement. Alors, tu sais, c'est une boule. Il faut faire appel à notre sens de la solidarité dans des moments comme ça. Puis au Canada, on est quand même bien là, par rapport à d'autres. Fait que, ouais. Mais je comprends les difficultés, puis il faut être souple. On va devoir conclure très prochainement. Donc, est-ce que Olivier ou Sarah, vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à la conciliation travail-famille en temps de pandémie? Non, je pense que tout a été dit là. Moi, je me sens comme un privilégié justement dans ma situation personnelle et familiale et mon emploi. Je serais malvenu pour trouver quelque chose à redire sur la conciliation travail-famille, mais je sais que c'est extrêmement difficile pour la majorité des gens et je trouve que le terme de télétravail s'applique très très mal en ce moment dans la société. Je trouve qu'il faudrait le redéfinir, donner un autre nom à ça parce que le télétravail tel qu'on nous l'a vendu avant la pandémie, c'était quelque chose de bien différent que ce qu'on a vécu pendant la pandémie avec toute la famille qui se connectait sur la même connexion Internet qui ne marchait pas. Moi, je voudrais juste conclure avec le fait que Taisez-vous est né, entre autres, d'une volonté de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes au sein du milieu académique et de la recherche. Et puis, c'est des espaces de solidarité entre femmes, finalement, au départ, presque les retraites de rédaction, pour se dire, bon, ben on s'isole de la famille un peu, puis on prend une pause pour essayer enfin de pouvoir se dédier à sa carrière ou ses projets scientifiques. Et donc, c'est pas étonnant aussi qu'on voit en ce moment, ben, dans les 6 derniers mois, une chute drastique de la productivité des femmes en recherche, essentiellement les mères. Donc, les inégalités aussi de genre liées à la parentalité, ben, elles sont juste plus apparentes, d'où l'importance, oui, d'être compréhensif et tout. Nous, on a essayé d'écrire des billets de blog sur la question dans l'affaire universitaire et tout ça pour essayer de mettre de l'avant ces enjeux-là. Puis, au-delà d'une compréhension, qu'est-ce qu'on allait faire pour compenser finalement les femmes qui sont restées s'occuper des enfants à la place de faire avancer leur carrière, leur CV, ce sur quoi elles vont être jugées par la suite pour le prochain poste. On a eu une réflexion, je pense que je vais finir là-dessus. On a eu une réflexion de André que je vais vous lire. Attendez un instant. André, parce que le sujet de la conversation aujourd'hui, c'était l'équilibre. André Fortet qui nous dit « La question de l'équilibre est paradoxale. D'un côté, nous cherchons à toujours être en équilibre. Parfois, cet équilibre empêche le changement et l'innovation car l'équilibre peut amener une routine. Ne pourrions-nous alors voir l'équilibre comme une posture qui fluctue? Parfois, c'est déséquilibré et on cherche à avoir davantage une prise sur les choses. Parfois, c'est équilibré et il faut se forcer à oser, à prendre des risques. » Je trouve que c'est une belle façon de conclure cette conversation. Merci André pour cette réflexion parce qu'effectivement, l'équilibre, je pense que c'est une quête ultime, toujours en continu. On doit justement toujours continuer à s'ajuster, à faire des changements, à oser, à innover. Et je pense que la période qu'on vit présentement avec la pandémie, avec tous ces mouvements sociaux pour plus de justice et d'équité, nous permet vraiment de voir qu'il faut que les choses évoluent, il faut que les choses changent. Alors, j'aimerais vous remercier tous et chacun d'avoir participé à cette réflexion qui doit continuer. Parce qu'on va le voir après la conférence d'aujourd'hui, peut-être qu'on va être amené justement encore à évaluer les choses et faire certains changements, s'adapter. Et donc, j'espère que les gens qui ont participé à la rencontre ont vraiment pu en apprendre davantage et pousser la réflexion un petit peu plus loin par rapport à cette question, cette notion d'équilibre. Et pour conclure, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose parmi nos panélistes, un mot de fermeture, de clôture? Lâchez pas. Sauter à l'eau. Sauter à l'eau. Mais je ne sais pas nager. Ça va pas bien. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Fondation ou de l'Esplanade qui va prendre la parole pour conclure, mais je vous remercie beaucoup d'avoir pris part à cette conversation. Olivier Hernandez, Louis Sikoro, Lee Rose et Sarah, c'est Mathieu.
Merci. Merci Carla. Merci à la Fondation aussi. On a besoin de se parler plus souvent. Merci à tout le monde au nom de la Fondation et de l'Esplanade. Un livre blanc va être produit dans les prochaines semaines, donc on retrouvera tous ces échanges qui ont été fort intéressants. Merci beaucoup et bonne continuation à tout le monde. Au revoir. Bye. Ça m'a fait plaisir. Bye.